24 février 2022, sur tous les réseaux et dans tous les médias, j'ai vu ça. Vous n'avez pas un agent de la DGSE, vous n'avez pas un officier d'état-major actuellement en France qui considère que la Russie n'est pas une menace. L'histoire s'écrit chaque jour sous nos yeux depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir il y a un mois. Je m'appelle Camille Saint-Jean, j'ai 25 ans et cette année, je suis parti réaliser le premier reportage de ma vie en Ukraine. Avec Louis, un de mes meilleurs amis, on s'est rendu sur le terrain dans plusieurs zones afin de comprendre comment vivent les Ukrainiennes et les Ukrainiens aujourd'hui, après plus de 3 ans de conflit. Pour ma part, c'est pas la première fois que je me rends en Ukraine. Il y a quelques années, après avoir suivi de près les premiers mois du conflit depuis un stage dans la rédaction d'un média, j'ai réalisé une première mission humanitaire sur le terrain. C'était à l'été 2022. À cette époque, personne ne pouvait vraiment prédire jusqu'à quand le conflit allait durer et de quelle manière il allait évoluer. Aujourd'hui, on a un peu plus de recul. Premièrement, la zone de front s'est stabilisée. Elle s'étend sur 4 régions au sud et à l'est du pays. Sur le terrain, les forces russes et ukrainiennes sont organisées et continuent de se livrer des combats très intenses. Dans le reste du pays, des attaques ciblées sur les infrastructures civiles et énergétiques continuent d'avoir lieu, avec une intensité imprévisible selon les jours et les semaines qui passent. À ce jour, on estime à plus d'1 million le nombre de victimes, morts et blessés depuis le début de la guerre, et on ignore encore jusqu'où ce chiffre ira et quelle forme prendra la fin du conflit. Vous savez, on peut rebâtir, mais on ne peut pas renaître les gens. Il y a presque 3 ans maintenant, j'étais convaincu de revenir un jour en Ukraine pour célébrer avec les gens que j'ai rencontrés la fin de la guerre. Aujourd'hui, c'est cette question, celle de l'issue du conflit et sous quelles conditions, qui est au cœur des négociations sur la scène internationale. C'est donc dans ce contexte, incertain, imprévisible et assez angoissant, qu'on vous emmène avec nous pour une dizaine de jours sur le terrain, au cœur du plus grand conflit sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Ok. Pour se rendre en Ukraine, on est passé par la Moldavie, pays frontalier à l'ouest de la ville d'Odessa, notre première étape où une voiture nous attend pour les 10 prochains jours. Avant de s'y rendre, on a décidé de passer la nuit ici, à 3 km de la frontière, dans la petite ville de Palenka. Hi, just to tell you that the bus dropped us at 20-25 minutes from your hotel. But where are you? In front of a church. But are you gonna pass by walk? I mean, Yes, you by walk? walk. Yeah, Yes. And then we have a bus. Arrange some bus. Yes. over Yeah, there to Odessa, yeah. Yes. But yeah, maybe if your husband, do you think he can take us Yes. by car, or Sure, if sure. it's not a problem? But No, it's okay. okay, thank After you. breakfast, what Yeah. time? Pour des raisons de sécurité, l'espace aérien est fermé en Ukraine depuis le premier jour du conflit. Les seuls moyens d'entrer sur le territoire sont donc de passer en train, généralement depuis la Pologne pour rejoindre la capitale ukrainienne, en bus, comme ici en Moldavie, ou bien à pied, comme on a décidé de le faire aujourd'hui. Sur nous, on a quelques papiers qui justifient notre visite. On s'est procuré une assurance qui garantit notre rapatriement en cas de problème, on a prévenu l'ambassade française en Ukraine, et officiellement, on vient en tant que volontaire pour une association qu'on rejoindra dans quelques jours. Bon, donc on découvre un peu la ville d'Odessa, on vient d'arriver. Ça n'a un petit peu rien à voir avec ce qu'on pourrait attendre dans un contexte de guerre, mais on sait que ça peut changer aussi à tout moment et c'est ce qui doit être assez présent dans la tête de tout le monde. Là, ça y est, on est officiellement à Mykolaïv. Putain, c'est notre numéro ça. Quelle heure il est ? Minuit 23 et du coup je rallume la caméra parce que on vient de
de recevoir une alerte sur Telegram et il y a un bâtiment au cœur de la ville d'Odessa qui vient de subir une explosion. Donc dans la ville où on était il y a encore quelques heures. Il y a déjà des victimes apparemment. Si. Aujourd'hui, on rejoint Anna, une Ukrainienne que j'avais rencontrée il y a 3 ans, alors que la région était encore en grande partie sous occupation russe. À l'époque, elle aidait notre association à se rendre là où la demande était la plus forte, le plus souvent auprès de femmes, d'enfants et de soldats revenus du front. Ah, how are you? On la retrouve aujourd'hui chez elle, avec Valérie, son mari, au nord de Mykolaiv. So close your car, or you can come a little bit inside. My husband, Valerie. Ah yes, I remember you. How are you? Good. Yes, exactly. I feed my pig, I feed geese, I Yes. feed chicken, Okay. Ah, that's I great. feed my husband. Also. Cet après-midi, Anna a prévu de nous emmener chez son amie Olia, qui vit à quelques kilomètres seulement de la zone de front. Elle a créé chez elle un grand refuge pour animaux qu'elle va sauver directement dans les villages voisins, malgré les risques et les bombardements quotidiens. Avant qu'on s'y rende, on discute rapidement avec Anna. What she did between bombing, between drone Yeah. shooting, she was going from house to disconnect dogs from chains. So, military people, they bring her and 35 animals with her. Last year or 2 years ago, when the pet shelter was bombed, some animals died at this time. Yeah. Okay. Yeah. And when she was back, she started to restore everything. We became known, so I started to help as much as possible. All right. But she looks like alone in this world, you know. Étant donné qu'on se rapproche de la zone de front, les contrôles militaires sont de plus en plus fréquents sur le trajet. Control check. Point. Donc là, on doit ralentir complètement. On nous demande nos passeports et la raison de notre visite. Grâce à Anna, on est autorisé à passer avec nos caméras et à les utiliser autant qu'on veut en dehors des zones de contrôle. En arrivant au refuge, on découvre une centaine d'animaux rescapés. Et chacun d'entre eux a une histoire particulière. Мы постарались сделать так, чтобы каждое животное в нашем приюте чувствовало себя комфортно. Мы только берем тех, которые реально пострадали от рук нелюдей, которые были на грани жизни и смерти. У каждого животного своя страшная история за плечами. Это наш огород. Во Франции очень маленькие всегда земли для выращивания, но французы умеют так, как они собирают по 2 урожая. Они вот так вот делают каскадиком. Они меня, кстати, научили, как правильно выращивать горох. Они посадили чуть-чуть. Пошлите, надо в укрытие. Wow. What was the sound? It was A drone was flying and was beaten. okay. Shut down by the Shot by Ukrainian, yes, and Yeah, now you can recognize every sound. unfortunately. Это карантин. Сбивайте шнур. What do you prefer to drink? Vodka, cognac, wine? Maybe something Ukrainian or Наш, сами делаем. Okay. Дякую. Аня, ну как я придумала? А ты посмотри, вот сделали. Very good. Это твоя. Okay.
Это твоя закуска. Пошлите. C'est pas agressif. Par contre, faut qu'on mange entre les. Non, mais là, moi, je vais deux. Садитесь, где кто хочет. Шпок в бутылку и... Камиль сказал, что они с Люсем впервые в жизни услышали вот этот звук прилета, этот взрыв, что сбили дрона. 3 года. И говорит, что вы чувствуете при этом? Вот вы чувствуете? Ничего. А мы чувствуем, что скоро кормить собак. А у нас еще ничего не готово. Мы привыкли. Сначала мы тоже обсирались, как и вы, а теперь нормально. Quelques minutes plus tard, Oksana est arrivée. Ce matin, elle a quitté son village pour rejoindre Olia et passer la journée au refuge. Avec Louis, on a prévu de l'interroger sur la vie sous occupation russe. Un enfer qui aura duré 9 mois dans cette région, de février à octobre 2022. Sur le moment, on ne le sait pas encore, mais Oksana est en réalité venue voir Olia pour lui annoncer une triste nouvelle. Elle vient de perdre son meilleur ami, qui était aussi son voisin, suite à une série d'attaques qui a touché son village dans la matinée, à quelques kilomètres d'ici. Можете что-нибудь описать вашу жизнь, когда были оккупанты? Если Это вам не задать жизнь. очень... Это не жизнь. It was not a life at all. Ты теряешь человеческое достоинство. Ты теряешь свободу. Свободу передвижения. Свободу говорить то, что ты хочешь. На своем языке мы не могли говорить. What did you feel at this time when you saw Ukrainian Что military? вы чувствовали, когда Мы наши бежали, пришли? обнимали, щупали и говорили, ребята, вы правда наши. They were running toward to them, they hugged them and asked, are you really Ukrainian people? Are you really Ukrainian soldiers? Так было. Все будет Украина. Everything will be Спасибо. Ukraine. Attention. And propaganda was starting, I think, that immediately after What was this? this explosion. Okay. This incomes. It's near from here, you think, with the sound? Or Not so close, but because like of this 10 flat. kilometers, 20 kilometers? Like... No, less than 20. 10, 5 probably. Okay. Yes, and what I was talking about. Pour finir cette journée, on a prévu de raccompagner Anna chez elle. À l'époque, elle m'avait raconté que ses frères, avec qui elle a grandi en Ukraine, combattent aujourd'hui de l'autre côté de la rive, engagés avec l'armée russe. En arrivant chez elle, on a décidé de l'interviewer à ce sujet. Both my brother was talking me, don't believe propaganda. I said, I believe to my eyes. I believe to my skin. I believe to my house that I see. That no, it's propaganda. It's propaganda, and this is our answer for that you bombed Donbass 8 years. That we bombed Donbass. Look for Donbass now. What does it looks like now? So they destroyed everything. And 1 week after I disconnect them from all the, because I tried to through Telegram, through WhatsApp, through Viber, through telephone, from all the holes. They try to call me, you know, and to not to hear me. The purpose to call and not to hear me. So I cancel them from my life. Like I was talking to my friends from Sibon Trust and Hopeful, you are my brother and sister. It's not a big loss, you know. Personnes ont été blessées. Un immeuble d'habitation ainsi qu'un centre commercial ont été endommagés lorsque des drones russes ont pilonné la ville. C'est un nouveau rappel au monde entier, la guerre continue et l'Ukraine continue de se battre. Aujourd'hui, on rejoint Victor, un ami d'Anna et ancien militaire très engagé sur le terrain. Avec lui, on fera la rencontre d'Anastasia, notre fixeuse pour le reste du séjour.
On se rend là-bas aujourd'hui pour préparer en réalité davantage la journée de demain. On va passer la journée, ou en tout cas une grosse partie de la journée dans la région de Kherson, qui est un petit peu la dernière limite avant la ligne de front. Le rôle de Victor, c'est de livrer du matériel militaire et humanitaire dans les zones où l'accès est très limité, notamment à cause des drones et des missiles très présents autour de la ville de Kherson. Victor a l'habitude de réaliser ce type de mission. C'est même le cœur de son travail avec son organisation. Pour nous, c'est une grande première, et ça nécessite de prendre plusieurs précautions. Окей, let's start. Я покажу на собі зараз. Максимально его сразу затянуть и приклеить. Тянем. Это больно. Да, это Если больно. это больно, это правильно. Если это больно, это правильно. Это больно. Les garrots, c'est des objets très simples, mais en situation d'urgence, ils permettent souvent de sauver des vies. Avant la mission de demain, Victor nous en a donné un à chacun et nous a expliqué comment les utiliser. Убирай пальцы. Теперь мы рассматриваем кровотечение на ноге. Ну, все мы взрослые люди. Очень важно, чтобы под турникет не попало яичко. Потому що жизнь тебе спасуть, ну нахер тебе така жизнь. Тому ми, в принципі, і працюємо. Наша основна задача – зберегти життя. Як цивільних, так і військових. Насправді, я вважаю, що я роблю те, що має робити кожен українець. І коли ми розуміємо, що питання нашого існування фізичного зараз під великим питанням. Тобто, я не вважаю себе героєм, я зробив те, що мав зробити. En fin de journée, Victor a voulu nous montrer quelques endroits qui comptent pour lui, ici, à Mykolaïv. Sur une des places principales, on découvre les restes du bâtiment régional qui a été bombardé au début de la guerre, peu après son heure d'ouverture. Une attaque qui a fait des dizaines de victimes. En face, on découvre le visage de militaires morts au combat. Certains auraient à peine 20 ans, encore aujourd'hui. De l'autre côté de la place, une dizaine de chars russes sont exposés, comme symbole de la force et de la résistance ukrainienne. Но мы уже убедились по тому, как Россия освобождает города, такого, как в 2014 году, вот мирной аннексии Крыма уже не будет. То есть будет просто выжженная земля. И все. И сейчас просто стоит речь о нашем физическом выживании. То есть мы как внутри большой подводной лодки. Мы либо выплывем, либо утопим. Là, c'est un itinéraire un peu bis, parce que la route principale est trop régulièrement bombardée par les Russes qui sont à quelques dizaines de kilomètres. On garde un œil quand même sur ce qui se passe dans le ciel, parce que là où l'autre jour on a pu entendre certaines explosions, là il est fort possible aussi qu'on voit des drones ou des missiles passer dans le ciel. Et là on va s'arrêter quelques temps pour faire un point juste avant de rentrer dans le village. On est plus qu'à quelques kilomètres. C'est un petit peu le dernier endroit où la vie est à peu près normale, c'est-à-dire où on peut trouver un café, s'arrêter en voiture, voir des gens vivre une vie encore un petit peu normale, en tout cas en apparence. Організації вона у нас буде перекладачем. Ага, добре, мене звати Наташа. Іц Наталі. Ну, будь ласка. Добрий день. Доброго дня. We waiting our military guys. Якщо не обов'язково, то не обов'язково. Dans un premier temps, les militaires prennent le matériel qu'on a apporté. Tant qu'ils sont à découvert, les civils doivent rester à l'intérieur du bâtiment, pour des raisons de sécurité. Grâce à Victor, qui les connaît bien, 2 militaires ont accepté notre interview, à visage découvert. Почуваєтеся після 3 років війни, фізично, ментально? Будемо брати. Почуваємося
стомленими. Фізичний стан теж сказується, бо майже у всіх із нас є поранення, контузії, у когось більше, в когось менше. Мы бывшие пехотинцы, были по 1,5 года в пехоте с самого начала войны. Потом перевелись уже в артиллерию, потому что уже тяжело было это все відчувати. На данный час мы туда вообще не ходим, потому что мы артиллерия, стоим 20 километров от берега. Коли був у піхоті, я був кулеметником, тобто моя пряма задача була прикривати дім, там, який я обороняю, або якусь смугу. І я майже не спав. Я там спав по 40 хвилин у добу. Тому що постійно ти на стресі, на страхі. Тому що саме страшне – це не снаряд, не дрон. Саме страшне – це коли тебе йде вбивати людина. Типа, це саме важке, тому що ти розумієш, що вона йде саме по тебе. Типа, і в тебе, ти завжди на цих відчуттях. Але зараз, наприклад, у мене є страх тільки от за мій розрахунок. На даний момент супротивник виготовив багато різноманітних дронів на оптоволокні, на які не впливає наш РЕБ, дронів ударних, типу там «Молнії» та інших, які залітають на дуже велику відстань і несуть загрозу нашим гарматам та нашим розрахункам. Але спустя роки війни вже ці всі прильоти, що там по тобі щось працює, воно взагалі на тебе ніяк не впливає. Ти сидиш спокійно до цього відносишся і не реагуєш на це, майже не реагуєш на це зовсім. Да, ми звикли вже до цього. Ми загубили дуже багато друзів в сучасній війні. Ці люди створили історію в нашій країні і втікти ми не можемо. Дякую. 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 Слава Україні. Героям слава. Я 2 роки терпіла, на 3-й год я мусила вийти, бо ночі впало, повилітало все, що називається у мене. Все абсолютно. Розбило хату, як вроді би її не було. Це страхіття, страшне. Може, в підвалах сиділи, поспускали туди одіяло, подушки, сиділи в підвалах. Внук маленький, йому було 5 років, я його 4 часа утра волочив мороз, скільки його тащив в той підвал, що тут падає зверху. Не живемо, як сказати. Чурбина є чурбина, ми приїхали сюди, а своє село тільки передають. Бомблять, 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 село Понятівка, бомблять, бомблять. А вам дуже велике спасибі. І ви, дівчатки, просто ще щасливі, можна вам і позавидувати. Ми не бачимо своїх ні синів, ні внуків. Син воює. Син воює в Запорожжі в мене. Старший помер в началі війни. Діти залишилися сиротами. 3 роки вже, це дуже багато. On parlera plus tard, je pense. C'est un petit coup derrière la nuque. Ouais. Après ces quelques jours passés dans le sud du pays, on a décidé de se rendre à Kiev, la capitale de l'Ukraine, pour tenter de comprendre comment est vécue la guerre dans les grandes villes plus éloignées du front. Sur la route, accompagné d'Anastasia, on est très vite arrêté, dès la sortie de Mykolaiv. Вітаю. Що ви тут робите? Добрий день. Це французи, вони не розуміють української. Француз. І скільки йому років? He's asking your age. 25 and 25. Йому 25. Вони тут роблять? Вони тут в ролі волонтерів та знімають репортаж щодо війни. Куди їдете? Ми їдемо до Києва. Добре. Можете йти. Добре, дуже дякую. Гарного дня вам.
Là, ce qui vient de se passer, si à la place de la nationalité française, j'avais la nationalité ukrainienne, je serais actuellement en route pour un centre médical, vérifier que je suis apte à aller au combat, et j'aurais été très certainement affecté dans une unité. Ça, c'est la réalité de ce que vivent les jeunes Ukrainiens d'aujourd'hui qui ont plus de 25 ans. La capitale de l'Ukraine est considérée comme un des lieux les plus sûrs du pays, notamment grâce à une défense antiaérienne qui permet d'intercepter une grande partie des drones russes. Pour autant, Kiev reste une ville très régulièrement touchée, parfois pendant plusieurs jours d'affilée. En arrivant dans le centre, on découvre une ville très animée, et la plupart des magasins sont encore ouverts. Attention, air alarm. Urgently follow the stairs to the bomb shelter. Do not use the elevator. Help each other. Bon, là, je me trouve actuellement au 4e sous-sol de l'hôtel dans lequel on se trouve. Voilà, on est descendu parce qu'apparemment il y a une attaque en cours dans la ville. On s'est fait réveiller là par 3 déflagrations qui ont fait suite à une alarme qui s'est répétée plusieurs fois. On est en sécurité, mais bon, c'est vrai que c'est toujours assez surprenant de se faire réveiller par le bruit des bombes. Ça dit quoi? Bah, je sais pas. Bon, là, on vient tout juste de remonter dans notre chambre. Voilà, on est en plein centre-ville de la capitale et tout semble très calme dehors. Ça fait plusieurs dizaines de minutes qu'il n'y a pas eu de nouvelle alarme qui s'est déclenchée. Donc on va essayer maintenant d'aller trouver le sommeil. Le pays est toujours en état d'alerte, donc il y a encore plusieurs drones qui tournent au-dessus de la ville. On ne sait pas malheureusement à ce stade si ces drones-là vont faire des victimes ou pas, ou s'ils seront détruits dans les airs ou orientés ailleurs. On a décidé de se rendre dans le quartier où ont eu lieu les attaques de cette nuit. Quelques jours plus tôt, au même endroit, des frappes avaient cette fois-ci touché un ensemble d'habitations, dans ce même quartier à l'ouest de la ville, causant la mort de 12 personnes dont 2 enfants. Sur place, on retrouve quelques habitants qui ont survécu à l'attaque. Tout est arrivé à 1h du matin. On dormait déjà, tout le monde. C'était une explosion très très forte. Et quand nous sommes sortis dans la cour, ici, il n'y avait de l'air pour respirer, que de sable dans l'air. Nous habitons ici pendant presque 60 ans. Tous qui sont morts là, c'était nos amis, nos proches. Et vous savez, on peut rebâtir, mais on ne peut pas renaître les gens. Ce qui est assez troublant ici, c'est que c'est vraiment un quartier très calme, très familial, avec beaucoup d'infrastructures de jeux, de sport, une école, beaucoup d'habitations. Ici, beaucoup de personnes retraitées vivent ici, mais aussi des jeunes familles avec beaucoup d'enfants. C'est un quartier où tout le monde se connaît. Ми були з дитиною вдома, і якесь відчуття було, що треба втікати подальше від, материнське, мабуть, відчуття, що треба тікати від вікна. Я дивлюся, мала отак спить біля стіни, я на неї звернула увагу, треба брати на руки і виносити в коридор хоча б. Це секунда була времени. Я беру дитину в коридор, ложу на подушки, бо вона спала, і на її подушки, на її ліжечко падає отака глиба стіни повністю. У нас вже і психіка нарушена, у нас діти постійно плачуть. У дитини, у мене 6 років, запитати, яке в неї дитинство, вона крім ракет нічого не говорить. Вона боїться грому, вона боїться поїздів, які рядом їдуть. Вона каже, ракети, ховаємося.
Зупиняйте і просимо всіх, зупиніть цю війну, тому що не буде нації, не буде країни зовсім. Честно говоря, меня контузило, и я плохо помню. Но я успела бомбоубежище первые 2 ступеньки переступить, а потом уже я упала. Был удар сильный. Пострадал, моя подруга погибла. Она молоденькая. Дождалась мужа. Мужа его в Азовстале, он там попал в плен. И мы вместе молились, чтобы он пришел. Она родила ему ребенка. И вот, видите, она погибла в двухэтажке. Квартира, конечно, снаружи нормально, а внутри растрощена полностью. Я показывала фотографии, это ужас один. Ой, Боже, вы понимаете, я хотела бы, чтобы люди любили друг друга. Но Россия, они везде, где бы они ни были, они несут зло. Или они должны понять, что они творят. Ну, молодому поколению желаю мира и добра, честное слово. Мне так жалко. Ce type d'attaque, dans des quartiers résidentiels, c'est loin d'être des cas isolés. Pendant les 12 jours qu'on a passés en Ukraine, pas une nuit ne s'est passée sans que des bombes fassent des victimes, à Kiev ou dans d'autres villes du pays. Cette intensité, cette horreur, elle m'a rappelé les crimes de guerre qui ont été commis à Irpin et Boutcha, 2 villages à quelques kilomètres d'ici. Cet après-midi, on a l'occasion de discuter avec 2 vétérans de l'armée ukrainienne, qui s'y trouvaient au pire moment, en mars 2022. Pour défendre Kiev, ils ont participé au combat. Et l'armée russe n'aura finalement jamais réussi à pénétrer dans la capitale. Pour des raisons de sécurité, ils témoigneront de façon anonyme. Здесь были очень жестокие бои. Здесь в лесах прятались русские подразделения техники. Они начисто уничтожались байрактарами, артиллерией. Очень много русских получили незабываемые впечатления. Is the region mined? Здесь было тут разминировали, но я вполне допускаю, что могли что-то пропустить. Дело в том, что отсюда до города Киева по прямой, если ехать, то есть военная техника ездит не по дорогам, она ездит по прямой, если позволяет ситуация. И они планировали отсюда уже выдвигаться с этих лесов, попрятавшись уже в сторону Киева. Это были последние роты, которые не предприняли попытку для захода в Киев. Но если мы проиграем, то их жизнь сильно изменится. Франция начнет заниматься, тратить деньги не на медицину, то есть она начнет сжимать бюджет и больше тратить на войну, и быть, чтобы на всякий случай быть готовым. Поэтому сегодня, когда Европа инвестирует в украинскую войну 1 евро, она экономит своих 100 евро, а может быть и 1000. Мы стремимся к семью цивилизованных государств. И за это сегодня очень много украинцев отдают свою жизнь и здоровье. Воюя с огромной армией, которая нас превосходит во всем, еще раз повторяю, многократно. Demain, c'est notre dernier jour en Ukraine. On prendra la voiture pour rouler toute la journée en direction d'Odessa et y passer la nuit, avant de rentrer depuis la Moldavie. En réalité, au moment où on tourne, on n'a aucune idée de comment finir ce documentaire. Et en rentrant à Paris, on n'était pas plus inspiré. J'ai travaillé tout l'été avec Louis sur la structure, sur l'image, le son, mais aucune fin ne s'est vraiment dégagée. Et au vu de la tournure que prend la situation sur le plan politique et international, ça fait sûrement sens. Cette guerre, elle semble sans fin. 3 ans et des poussières, c'était pour montrer un bout de la réalité d'aujourd'hui. Une guerre qui stagne et des victimes qui s'additionnent dans un semblant de vie normale. Alors quelques semaines avant la date de sortie, le 9 octobre, j'ai repensé à la personne sans qui rien de tout ça aurait été possible. Anna, je la connais depuis 3 ans maintenant. Elle a été un moteur incroyable pour moi tout le long du projet. C'est grâce à elle que j'ai pu livrer toutes ces pizzas à l'époque, grâce à elle que j'ai pu revenir 3 ans plus tard interviewer toutes les personnes que vous avez vues, et grâce à elle que j'ai pu me rendre avec Louis dans des lieux où l'accès est souvent très restreint,
surtout quand on n'a ni structure, ni carte de presse. Alors pour conclure ce documentaire, j'ai décidé de fouiller dans les rushs de son interview. Et j'ai trouvé ça. Every citizen of every country, trust and believe to your country. And we don't like to have any foreign area and territory. We are fighting for our country, for full country. And I wish the French young people to trust us and to help us and to come after victory to us, to share their experience, to help us. We will be very appreciated. We need it. I think that children and youth are burned for peaceful life. And peaceful life can give us more privileges than war, So.